Si tout le monde connaît les célèbres pyramides de Gizeh, peu de personnes savent que les anciens Égyptiens en ont en fait construit plus d'une centaine. Parmi elles, 7 se distinguent par leurs dimensions exceptionnelles, leur histoire unique et leur mode de construction particulièrement ingénieux. Ces 7 pyramides sont absolument exceptionnelles puisqu'elles sont déjà très impressionnantes et surtout elles ont marqué l'histoire. 4700 ans plus tard, en contemplant ces monuments extraordinaires, la question qu'on se pose est toujours la même. Comment, avec des techniques rudimentaires, les Égyptiens ont-ils pu élever de tels édifices qui sont restés les plus hauts du monde jusqu'au Moyen-Âge? La pyramide devait représenter le pouvoir et la dignité du pharaon. Pour parvenir à ce résultat, il a fallu réfléchir, comprendre et s'adapter, inventer des techniques dans un domaine où tout était à faire. Personne ne savait à quoi devait ressembler une pyramide, une vraie pyramide. D'une pyramide à l'autre, les pharaons chercheront à faire toujours mieux que leurs prédécesseurs. C'est là qu'intervient le génie de leurs architectes, ces véritables ingénieurs du passé, dont le talent étonne encore de nos jours. L'intérieur de la pyramide de Khéops est magique. C'est une merveille d'architecture et d'ingénierie. Quels sont les calculs, les méthodes et les moyens mis en œuvre par les bâtisseurs des pyramides? Quels vont être leurs succès et leurs échecs? Que savons-nous sur ces superstructures et quelle part de leur mystère demeure encore entier? Il a fallu changer un petit peu un certain nombre de choses pour aboutir au chef-d'œuvre, c'est-à-dire la pyramide parfaite qui ne bougera plus, la pyramide rouge. Depuis les airs, à l'intérieur ou même sous les pyramides, nous pourrons, grâce au décryptage des meilleurs spécialistes, disséquer les techniques de construction pour révéler les secrets de ces mastodontes de pierre. Nous verrons comment l'Égypte s'est trouvée lancée dans une course à la perfection où chacune de ces 7 pyramides vient éclipser la précédente par sa splendeur et l'intelligence de sa conception. Nous irons donc crescendo dans cette surenchère jusqu'à la plus célèbre des pyramides, celle qui sert encore de référence pour toute comparaison, la pyramide de Khéops. Voici le classement inédit des 7 pyramides les plus merveilleuses d'Égypte qui, près de 45 siècles après avoir été bâties, continuent de fasciner la planète entière. Aux portes des villes, ou perdues dans le désert, toutes les pyramides n'ont pas aussi bien traversé les siècles. Pourtant, leurs bâtisseurs les avaient conçues comme des colosses invulnérables, censés garantir aux pharaons le repos éternel. Les pyramides sont des tombeaux qui sont des sortes de vaisseaux qui protègent le corps du roi défunt pour qu'il puisse atteindre les dieux, le ciel. Le corps du pharaon était celui d'un dieu qui devait donc être protégé à tout prix. Derrière chaque pyramide, on trouve d'abord la volonté d'acier d'un homme qui se croyait l'égal des dieux, le pharaon. En construisant ce tombeau magnifique, chaque pharaon sait qu'il va graver son nom dans l'éternité. La pyramide est aussi un moyen pour le roi, je dirais, de faire la démonstration de son pouvoir. Les pyramides étaient un projet national. Elles permettaient de rassembler le pays et d'unir les gens derrière une création pour leur dieu roi. Les pharaons mettent en action des forces considérables, humaines, animales et matérielles, au service de ces chantiers gigantesques. Toutes les ressources, toutes les forces du pays étaient investies dans la construction des pyramides. Pour loger, nourrir les ouvriers, tout le monde était impliqué, donc c'était des centaines de milliers de personnes qui étaient nécessaires pour construire une pyramide. C'est le cas par exemple pour une pyramide aussi fascinante qu'intrigante, véritable coffre-fort de pierre dont le destin va être bouleversé par l'action des hommes. La pyramide de Hawara.
La 7e pyramide de notre classement est considérée par les spécialistes comme un prodige d'ingénierie. Perdue, seule au milieu des sables, cette étrange colline est aujourd'hui bien loin de la merveille qu'elle était à son achèvement. Ici pourtant se dressait l'une des pyramides les plus sécurisées jamais conçues en Égypte. Son caveau devait protéger le corps du pharaon jusqu'à la nuit des temps. Cette pyramide a été conçue comme une véritable chambre forte. Elle était destinée à être inviolable. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu. Nous partons à 2 heures de route du Caire, dans l'immense oasis du Fayoum. C'est ce lieu que le roi Amenemhat III a choisi pour faire construire sa pyramide. Zahi Hawass est l'un des plus célèbres égyptologues au monde. Pour lui, cette pyramide compte parmi les plus passionnantes. C'est une pyramide oubliée, mais elle est extraordinaire. Si vous regardez la manière dont les Égyptiens l'ont construite, pour moi c'est un vrai miracle. Quelque chose d'incroyable. Pourquoi Zahi Hawass et d'autres égyptologues sont-ils tant fascinés par ce tas de briques informes? Amenemhat III est le pharaon le plus important de la 12e dynastie. Nous sommes au cœur de l'époque du Moyen Empire, 800 ans après la construction des célèbres pyramides de Gizeh. Après des siècles d'interruption, les pharaons du Moyen Empire se remettent enfin à élever des pyramides. On a cherché à imiter les rois de l'Ancien Empire, sans doute pour montrer que l'Égypte était redevenue finalement un pays prospère après une période de troubles. Le Moyen Empire est un âge d'or qui se veut pas une copie conforme de l'Ancien Empire, mais justement une continuation en mieux. La pyramide d'Amenemhat III affiche une silhouette impressionnante. Elle repose sur une base large de plus de 105 mètres et s'élève à 58 mètres de haut, autant que le premier étage de la Tour Eiffel. Mais comment en est-on arrivé à ce résultat? Que s'est-il passé pour que les plans du pharaon soient à ce point compromis? La réponse se trouve en fait dans la méthode utilisée pour bâtir le monument. Les temps ont changé depuis la construction des pyramides géantes de l'Ancien Empire. Les moyens et les techniques architecturales ne sont plus les mêmes. Ils sont passés d'une construction en pierre à une construction en briques d'argile. C'était beaucoup plus facile à produire, où que ce soit sur le territoire, beaucoup plus facile à transporter. Cette habile méthode de construction permet de gagner du temps et de l'énergie. De toute façon, elle ne change rien à l'apparence finale de la pyramide. Au final, ce noyau en briques crues est recouvert d'une couche de calcaire, donc l'aspect sera exactement le même qu'une pyramide de l'Ancien Empire. Une fois achevée, la pyramide de Hawara brille de 1000 feux. Elle est en fait recouverte d'un parement fait de dalles d'une pierre aux propriétés remarquables. Un calcaire particulier, on appelle le calcaire dit de Toura, qui est un calcaire extrêmement blanc, de grande pureté. Alors pour faire un parallèle un petit peu anachronique, ce serait presque le marbre égyptien si vous voulez. Le parement en calcaire de Toura, par son aspect cristallin, permettait de refléter les rayons du soleil et donc, de représenter l'essence solaire de ces constructions et surtout d'être visible de très loin. Situées plus au nord, de l'autre côté de la vallée du Nil, les carrières de Toura sont absolument uniques en Égypte. Elles fournissent une pierre calcaire de très bonne qualité et d'une blancheur si éclatante que toutes les pyramides du pays en seront recouvertes. Vous avez d'énormes équipes d'ouvriers qui cisèlent et découpent le calcaire en blocs, qu'on fait ensuite descendre sur des rampes jusqu'au Nil. Par bateau, les blocs déjà taillés sont ensuite transportés jusqu'au site de construction. Chaque pyramide disposait d'un canal pour que les bateaux puissent amener les pierres jusqu'au site. Puis elles étaient déchargées sur de grands traîneaux qu'on tirait le long d'une chaussée jusqu'à la pyramide. Seulement, il y a un élément que le pharaon n'a pas anticipé. L'action dévastatrice des carriers. Dès l'Antiquité, ces voleurs de pierres vont venir tout simplement se servir sur la pyramide pour réutiliser les blocs pour d'autres constructions. Au fil des siècles, ils l'ont intégralement dépouillée de son revêtement au point de la laisser complètement à nu. L'action du temps a fait le reste. Le fait de ressembler à cette espèce de château de sable qui a fondu, c'est parce que les pluies, le temps, l'érosion éolienne, tout a fait que tout s'est affaissé, tout a été détruit. L'édifice
ne culmine plus d'ailleurs qu'à une vingtaine de mètres, moins de la moitié de sa taille d'origine. Mais sous ce tas de briques, c'est en fait dans les entrailles du monument qu'il faut aller chercher le vrai génie de sa conception. Problème, personne ne peut aujourd'hui aller l'observer. Depuis plus d'un siècle, la pyramide est inaccessible car elle est entièrement inondée. La faute a une remontée des nappes phréatiques. Regardez, la pyramide est entourée de terres agricoles. Et il y a un canal. Toute l'eau s'est infiltrée de là et a complètement inondé la chambre funéraire. Ces images sont absolument exceptionnelles. Elles sont les seules jamais réalisées à l'intérieur de la pyramide, grâce à la plongée en décembre 2019 d'un robot sous-marin. Il a pu filmer le début des couloirs. Mais la grosse quantité de sédiments qui s'est accumulée trouble l'eau et rend très difficile l'exploration. Ces images permettent cependant un premier constat. Malgré les milliers de mètres cubes d'eau qui la rongent de l'intérieur, la distribution interne de la pyramide reste incroyablement préservée. Une preuve de la qualité de sa conception. Je ne sais pas comment la pyramide a résisté à toute cette eau. Quand je suis venu ici, il y a 12 ans, je n'aurais jamais cru que cette pyramide tiendrait jusqu'à aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'elle est inondée, depuis le 19e siècle. Mais malgré ça, la pierre a réussi à très bien résister aux ravages de la nature et du temps. C'est vraiment très surprenant. C'est grâce à la détermination des explorateurs du 19e siècle, les derniers à avoir pu entrer dans la pyramide, que l'on connaît la description de son intérieur. Ils ont constaté qu'ici, les architectes d'Amenemhat III ont inventé la première pyramide de haute sécurité. Les mesures prises en termes de sécurité sont particulièrement sophistiquées. Ce n'est pas la première fois qu'on disposait des systèmes de fermeture pour empêcher les voleurs et les pilleurs d'accéder à la chambre funéraire. Par contre, la complexité du système est tout à fait inédite. Les trésors qui accompagnent le pharaon dans sa tombe attirent la convoitise des pillards. Les constructeurs le savent très bien, et pour s'en prémunir, ils ont conçu une chambre funéraire d'un nouveau style. On peut dire que la chambre funéraire d'Amenemhat III est une sorte de coffre-fort, de chambre forte. Le cercueil va être inséré directement dans un bloc de pierre massif, un dispositif censé rendre la sépulture du pharaon invulnérable. Je crois qu'avant de construire la pyramide, les Égyptiens ont creusé un grand carré dans le sol. Après ça, ils ont pris un énorme bloc d'un poids de 100 tonnes qu'ils ont installé dans ce trou. Au milieu, ils ont creusé un espace dans lequel ils ont mis le sarcophage. Mais comment faire pour manipuler un bloc de pierre aussi lourd? Les bâtisseurs ont élaboré un système particulièrement ingénieux. Deux petites niches remplies de sable ont été creusées sur les côtés du caveau. Avant l'enterrement du roi, le dernier des blocs est maintenu en position ouverte par deux cales en pierre, qu'on fait ensuite lentement redescendre sur la chambre par l'action du sable. Il suffisait d'ôter le sable dans ces cavités latérales pour que le bloc vienne prendre sa position finale par l'effet de la gravité. Un véritable exploit technique. Par la seule force d'écoulement du sable, les constructeurs de la pyramide de Hawara parviennent à refermer une dalle de plusieurs dizaines de tonnes sur la dépouille du pharaon. Avec des méthodes de protection aussi abouties, ce tombeau devait assurer une tranquillité éternelle à Amenemhat III. Pourtant, ses plans ont échoué. Quand les égyptologues du 19e siècle rentrent dans la pyramide, ils la découvrent totalement vide et dévastée. Ici comme ailleurs, les défenses auront été totalement inefficaces. Les pyramides ont toutes été visitées, dès la plus haute antiquité. Aucun système de protection n'a pu résister aux pillards. Les voleurs ont réussi bien sûr à déjouer l'ensemble de ces systèmes de protection, tout simplement parce qu'ils étaient certainement parfaitement informés de la façon dont la pyramide était construite. Malgré les ravages des pillards, il est certain que l'intérieur du bâtiment conserve encore de nombreux secrets. Mais tant qu'il demeure inaccessible, toute étude approfondie de ces appartements reste impossible. On sait en tout cas
qu'ils ne pourront jamais offrir un spectacle aussi splendide et envoûtant que celui dissimulé à l'intérieur d'une autre pyramide, celle de Pépi Ier. En 6e position, voici une pyramide qui, en apparence, n'en est pas une. Pourtant, cette butte d'une dizaine de mètres à peine cache en elle l'un des plus incroyables secrets des pharaons. Les textes des pyramides. Des formules complexes de hiéroglyphes, censés posséder d'étonnantes propriétés magiques. La pyramide de Pépi Ier est la toute première pyramide à avoir révélé l'existence des textes des pyramides, les plus anciens textes religieux au monde. Mais que racontent ces textes? Et pourquoi cette pyramide s'est-elle effondrée sur ce précieux trésor? Pour comprendre, il faut repartir 40 siècles en arrière. À une quinzaine de kilomètres du Caire, Saqqara, la plus grande nécropole d'Égypte. Dans sa partie sud, se trouve un fantastique complexe funéraire autour de la pyramide de Pépi Ier. Le complexe pyramidal de Pépi Ier peut être considéré comme le plus élaboré de son temps, car il comprend un grand nombre de pyramides subsidiaires, celles des membres de la famille royale. En prenant de la hauteur, on découvre la taille gigantesque du complexe, aujourd'hui largement en ruine. L'ensemble fait 4,7 hectares, plus grand que 6 terrains de football. À son achèvement, il fut l'un des plus beaux complexes funéraires jamais bâtis en Égypte. Une superbe pyramide, entourée de magnifiques temples finement décorés et de pyramides satellites. Vous avez au centre la pyramide du roi. Autour de cette pyramide, vous avez la nécropole des épouses ou des enfants royaux, sous forme de pyramide, essentiellement. Et dans un troisième cercle, vous avez la nécropole des nobles. Il y avait un grand temple avec de magnifiques sculptures, des peintures, etc. C'est le pharaon Pépi Ier qui a fait construire cette surprenante pyramide vers 2300 avant notre ère. Il est le 3e roi de la 6e dynastie, la dernière phase de l'Ancien Empire. L'âge d'or des bâtisseurs des pyramides touche à sa fin. Il règne à une époque où le pouvoir du pharaon est peut-être un peu affaibli ou diminué. Près de 300 ans après la construction des pyramides des pharaons les plus célèbres, les techniques de construction ont évolué vers plus de sobriété. Nous ne sommes plus du tout dans le même ordre de valeur que les grandes pyramides de Giza. C'est sans doute que les ressources du royaume étaient devenues insuffisantes pour pouvoir continuer à élaborer des projets grandioses. La diminution de la taille des pyramides permet de mettre l'accent sur d'autres éléments du complexe funéraire royal. On voit qu'une attention beaucoup plus forte est portée à la construction du reste des éléments du complexe, c'est-à-dire en fait les lieux de culte dans lesquels le roi va être célébré. La pyramide que se fait construire Pépi Ier dépasse les 52 mètres de hauteur, l'équivalent d'une tour moderne de 15 étages. Pour gagner en efficacité, les architectes du pharaon utilisent une méthode astucieuse qui permet d'économiser les matériaux. La superstructure de la pyramide est constituée d'un ensemble de couches concentriques, si vous voulez, comme un oignon. Le corps même de la maçonnerie a une forme de gradin. Ce gradin était certainement construit en premier, sur une certaine hauteur, et il servait également de référence pour placer les blocs de parement. Par-dessus ce gradin, on dispose une épaisse couche de gravats en tout genre pour combler l'espace vide laissé jusqu'au parement. Des blocs de calcaire grossièrement taillés viennent ensuite soutenir cette paroi extérieure. L'utilisation de matériaux moins nobles est sans doute de nature économique. Il est beaucoup plus facile d'amener des gravats, d'amener du remplissage, que de tracter des gros blocs, et c'est beaucoup plus rapide aussi. Ça forme donc une grosse masse, qui à première vue, sans sa couverture, paraît un peu la va-vite, mais c'est suffisant en fait pour maintenir l'ensemble. Recouverte ensuite d'un parement blanc en calcaire de Toura, la pyramide affiche un visage rayonnant. Depuis la vallée, effectivement, on pouvait voir une partie des complexes funéraires des rois qui se trouvaient de l'autre côté. Et effectivement, le reflet de ce soleil sur des parois blanches comme ça, immaculées, oui, devait procurer un spectacle assez impressionnant. 4300 ans plus tard, il n'en reste presque plus rien. Les voleurs de pierre ont quasiment tout emporté. Aujourd'hui, c'est un monticule. Ce sont des décombres totalement informes qui donnent plus l'impression d'un dôme, une butte
comme ça, de pierre, qu'une pyramide. Au XIXe siècle, des archéologues français veulent à tout prix comprendre ce que cache ce tas de sable. À grands efforts, ils parviennent à rentrer à l'intérieur. Ce qu'ils vont y découvrir va les laisser sans voix. Les parois sont couvertes de hiéroglyphes. Quand les archéologues sont rentrés dans la pyramide de Pipi Ier, c'est la première fois qu'on découvrait des textes funéraires dans une pyramide. C'était exceptionnellement beau. C'est vraiment époustouflant d'entrer là-dedans et de se sentir entouré par la magie de ces textes. La découverte des textes des pyramides est extrêmement importante, car elle fait parler des monuments jusque-là silencieux. Dans toutes les pyramides explorées jusqu'alors, aucun hiéroglyphe n'avait jamais été retrouvé. Voici que maintenant, les parois en sont intégralement recouvertes. Mais les égyptologues sont perplexes. Que pouvaient bien vouloir dire ces mystérieux hiéroglyphes? Pourquoi les pharaons les ont-ils fait graver? En les déchiffrant, ils parviennent à comprendre la nature fabuleuse de ces textes. Les textes des pyramides sont des formules magiques qui permettent au souverain de se défaire des ennemis, des démons, pour lui permettre d'atteindre finalement le royaume des dieux. Et l'étude de ces textes, de l'ensemble de ces formules, de ces incantations, de ces formules magiques, montre bien qu'ils sont destinés à accompagner la régénération du roi dans son tombeau et sa sortie à l'extérieur. Une fois gravées, les formules sont peintes d'une couleur verte qui n'a pas été choisie au hasard. Elles symbolisent Osiris, dieu de la résurrection, et ont une fonction très particulière. La logique même de ces textes va de l'intérieur vers l'extérieur. En quelque sorte, ils accompagnent la sortie du roi de son tombeau. Vous avez des séries de listes d'offrandes, c'est un petit peu, si vous voulez, la liste de courses, qui seront les éléments indispensables à la survie du défunt. Partout sur le plafond, des centaines d'étoiles sont dessinées. Elles représentent la voûte céleste. En explorant les autres pyramides des 5e et 6e dynasties, les archéologues vont découvrir que ces textes étaient en réalité gravés sur toutes les pyramides de cette époque. 11 au total. On les appelle les pyramides à texte. Toutes se trouvent à Saqqara. On ne sait pas vraiment pourquoi les textes des pyramides ont été inscrits sur les murs des chambres funéraires. Il est possible qu'ils étaient sur des rouleaux de papyrus avant qu'on ait décidé de les rendre permanents. Il s'agit ici d'une sorte de progrès dans la mise en œuvre de la sépulture royale, puisque des textes qui auparavant étaient peut-être simplement prononcés lors des funérailles du roi sont maintenant présents de façon permanente auprès du roi pour l'aider à faire son chemin dans l'au-delà. Leur découverte a été capitale pour mieux comprendre l'histoire de l'humanité. Les textes des pyramides sont probablement les plus anciens textes religieux du monde. C'est-à-dire qu'ils ont été fixés dans la pierre aux alentours de 2300 avant Jésus-Christ, et on sait qu'ils avaient déjà un millénaire d'existence avant d'être gravés dans la pierre. Mais les textes des pyramides avaient un dernier secret à révéler. Car ces formules magiques pourraient bien être à l'origine même du concept de construction des pyramides. Vous avez dans ces textes des pyramides comme quoi le défunt va monter au ciel par le biais d'une sorte d'échelle, d'escalier. Ce qui fait que les premières formes pyramidales que l'on connaît sont des formes dites à degrés. Donc c'est comme un escalier en fait qui permet à l'âme de monter vers le ciel. C'est seulement après qu'on passe d'une pyramide à degrés à une pyramide à face lisse. C'est donc peut-être dans ces incantations magiques ancestrales que se trouve l'origine des pyramides. Cette volonté qui va conduire les Égyptiens à se lancer dans l'un des plus faramineux chantiers de l'Antiquité, le premier projet de pyramide parfaite, la pyramide rhomboïdale. La pyramide rhomboïdale. Son état de conservation exceptionnel et sa forme énigmatique ont ébloui tous les observateurs depuis plus de 4000 ans. À 47 mètres de haut, la pyramide change brusquement d'inclinaison. On dirait presque qu'on a construit 2 pyramides en une seule. Avec ses dimensions colossales, cette pyramide est la toute première pyramide géante construite en Égypte. Elle demeure aussi à ce jour la mieux conservée du pays, ce qui la rend totalement unique. Pourtant, il semblerait bien qu'ici, un imprévu est venu enrayer les plans parfaits du pharaon.
Il est assez clair, je crois, que l'intention était de construire une vraie pyramide pointue plutôt qu'avec ce coude à mi-hauteur. On est dans une phase de tâtonnement architectural pour atteindre le modèle de pyramide à face lisse qui deviendra le modèle de toute l'histoire pharaonique. Mais alors, que s'est-il passé? Comment cette pyramide, imaginée comme parfaite, va-t-elle finalement aboutir à une forme si étonnante? Au sud de la nécropole de Saqqara, nous voici sur le plateau désertique de Dachour, à 30 km du Caire. Mark Lehner étudie les pyramides d'Égypte depuis plus de 40 ans. La pyramide rhomboïdale le fascine depuis ses débuts en tant qu'égyptologue. La chose qui frappe sur cette pyramide, c'est qu'elle est courbée. Ça, c'est le résultat des expériences de Snéfrou. Donc ce que vous voyez là, c'est vraiment la recherche et développement qui a conduit à la grande pyramide de Khéops. Snéfrou est le fondateur de la 4e dynastie, la plus célèbre d'Égypte, et le père du fameux Khéops. Il règne vers 2600 avant Jésus-Christ. Nous sommes au cœur de l'Ancien Empire, l'époque faste où seront bâties les pyramides géantes. L'Égypte est au sommet. C'est vraiment sous ce règne que l'État égyptien atteint, je dirais, son âge adulte, avec une mise en valeur de son territoire agricole jamais vue auparavant. Snéfrou est en mesure d'utiliser les ressources de toute l'Égypte, y compris les humains, pour les consacrer à ce projet national qu'est la construction de pyramides. L'histoire de Snéfrou, c'est le récit à peine croyable d'un pharaon si puissant qu'il se fera construire non pas une, ni deux, mais bien 3 pyramides. La première est cet édifice à la forme aujourd'hui si étrange, la pyramide de Meidoum. Elle est à l'origine conçue comme une pyramide à degrés, le modèle qui, jusqu'alors, était la norme en Égypte, adoptant une forme en escalier. Mais vers la moitié de son règne, le roi change brusquement d'avis. Vers la 15e année de son règne, il s'est dit « Non, je vais déménager à Dachour pour y construire une nouvelle pyramide ». Il semble assez clair qu'il ne voulait plus de la traditionnelle pyramide à degrés. Il voulait une pyramide véritable. Le pharaon n'a maintenant plus qu'une seule obsession, faire construire la première pyramide à face lisse de l'histoire de l'humanité. Mais pour quelle raison ? Avec le règne de Snéfrou, nous rentrons vraiment dans une phase de solarisation de la monarchie et l'on va progressivement voir les pharaons, les rois égyptiens, se présenter eux-mêmes comme les fils du dieu Ré, qui est le dieu soleil. Il semblerait bien que la décision d'aller construire la pyramide rhomboïdale est liée au choix d'enterrer le roi sous un symbole solaire. Ils imaginent un rayon de soleil pétrifié. Donc vous avez cet aspect à la fois pur et magnifique de ce rayon de soleil pétrifié. Donc les faces lisses. Évidemment. À Dachour, la pyramide parfaite de Snéfrou, avec ses murs blancs éclatants, doit refléter le soleil et permettre au pharaon de rejoindre le ciel après sa mort pour s'unir à Ré, le dieu solaire. Il exige de ses architectes une prouesse technique, encore totalement inédite. Seulement, rien ne va se passer comme prévu. Le projet initial est d'une ambition complètement démesurée. Ce premier projet de pyramide avec des angles de pente à 60 degrés environ devait s'élever à plus de 130 mètres de hauteur. La base, de 157 mètres de côté, est la plus grande encore jamais construite en Égypte. Avec son angle très raide de 60 degrés, elle aurait dû amener la pyramide à une hauteur phénoménale de presque 136 mètres, du jamais vu. Personne ne savait à quoi devait ressembler une pyramide, une vraie pyramide. Visiblement, la pyramide à 60 degrés était trop raide. Alors que les chambres funéraires sont déjà achevées, ce projet trop audacieux est soudain modifié car la pyramide semble montrer des premiers signes de faiblesse. Le projet de première pyramide s'est interrompu à une certaine hauteur. Peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'il était très difficile d'arriver à des hauteurs aussi élevées avec un angle de pente aussi aigu. Les ouvriers se sont dit « Mince,
Et ils ont rajouté une gaine autour de cette pyramide à 60 degrés. Une armature qui diminue son inclinaison à 54 ou 55 degrés. Puis, ils ont repris la construction de cette pyramide plus large. Une épaisse enveloppe de maçonnerie est donc rajoutée sur les 4 côtés du bâtiment pour le consolider. L'angle d'inclinaison s'en trouve donc fortement diminué. Cet agrandissement va avoir des conséquences totalement inattendues et désastreuses. Les Égyptiens n'avaient pas prévu des tassements différentiels. C'est-à-dire que cette couche extérieure, c'est un peu affaissé. Les chefs de chantier et donc l'architecte se sont rendus compte qu'il y a eu des problèmes techniques. Fissuration, tassement, ce qui leur a fait craindre le pire. La pyramide pourrait être menacée d'effondrement. Il faut dire que Snéfrou a commis une erreur majeure en choisissant le lieu sur lequel il allait bâtir son édifice. Le problème fondamental de la pyramide rhomboïdale, c'est qu'elle a été construite sur un sol qui n'était clairement pas en mesure de supporter son poids énorme. Ils l'ont bâti sur le sol naturel du désert, fait d'argile et de gravier, qui n'est pas assez solide pour soutenir une pyramide aussi immense. À mesure que la pyramide grandit, son poids augmente et pèse de plus en plus lourd sur ses fondations instables. Pour éviter la catastrophe, les architectes du pharaon doivent changer leur plan en toute urgence. On décide de créer donc une deuxième pente pour essayer de l'achever de manière à alléger la structure. Ils ont dû modifier l'inclinaison de la pente pour réduire le poids sur le sommet, ce qui a empêché l'effondrement total. Le haut de la pyramide est achevé avec un angle moins abrupt, d'environ 43 degrés. La fin des travaux se fait dans la précipitation. Sur la partie supérieure, en fait, tous les blocs de parement sont disposés en assises complètement chaotiques. On voit très bien ici que les Égyptiens ont fini à la va-vite le monument. Grâce aux facultés d'adaptation de ses concepteurs, la pyramide parvient tout de même à atteindre une hauteur gigantesque de presque 105 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 42 étages. Elle est la première pyramide de l'histoire à dépasser les 100 mètres de haut. Malgré la relative déception architecturale qu'elle représente, la pyramide rhomboïdale est paradoxalement celle qui a le mieux traversé les siècles. C'est en fait la méthode de disposition des blocs qui va la protéger des voleurs de pierre. La pyramide rhomboïdale, en fait, leur a opposé un obstacle. C'est-à-dire que les blocs étaient beaucoup plus difficiles à détacher et à faire tomber. Les hommes de Snéfrou disposent les blocs de manière oblique. Ils les inclinent légèrement vers le cœur de la pyramide. En fait, c'est cette inclinaison des blocs de parement qui les a rendus difficiles à voler. Voilà pourquoi il reste plus de parement sur cette pyramide que sur n'importe quelle autre. Avec les siècles, ce revêtement en calcaire de Toura a cependant perdu sa blancheur étincelante. Au contact de l'air et de la pluie, il s'est formé une protection qu'on appelle le calcin, et c'est cette calcin qui aujourd'hui donne cette teinte beige à la pierre. Mais avec plus de 70% de son parement extérieur préservé, la pyramide rhomboïdale est aujourd'hui la mieux conservée d'Égypte. Un joli pied de nez à l'histoire. Reste que pour Snéfrou, à l'époque, le projet est un revers. Il n'a pas obtenu sa pyramide parfaite. Mais le pharaon n'était pas homme à renoncer si facilement. Déterminé, il décide tout simplement de faire construire une troisième pyramide, plus grande, plus stable, plus parfaite. Il a fallu changer un petit peu un certain nombre de choses pour aboutir en fait à l'œuvre, au chef-d'œuvre, c'est-à-dire la pyramide parfaite qui ne bougera plus, la pyramide rouge. En quatrième position, la toute première pyramide à face lisse à avoir été réussie. La pyramide rouge. Sa construction est une véritable révolution architecturale, celle du triomphe de Snéfrou. Avec ses 108 mètres de haut, un nouveau record est battu. Cette pyramide méconnue du grand public est pourtant la troisième plus grande d'Égypte par ses dimensions et son volume impressionnant. Tous les égyptologues sont d'accord. Sa conception est absolument parfaite. Ici, à Dachour, avec la pyramide rouge,
Les constructeurs de Snefru ont enfin réussi une pyramide parfaite. Une vraie pyramide, avec des faces lisses, ni courbées, ni en escalier. Pour le pharaon Snefru, après Meidum et la pyramide rhomboïdale, la troisième tentative aura donc été la bonne. Mais alors, par quel moyen un tel exploit a-t-il enfin été possible? Comment les architectes du pharaon vont-ils mettre toutes les chances de leur côté pour ne pas répéter l'échec de la précédente tentative? Pour se faire construire sa troisième pyramide, le pharaon ne va pas aller chercher bien loin. Il choisit de rester à Dachour et de bâtir le monument à moins de 2 km de la pyramide rhomboïdale. Une manière habile de gagner en efficacité pour économiser les efforts. La construction d'une pyramide de cette taille nécessitait la présence d'une véritable capitale au pied de la pyramide. Donc le fait de construire 2 pyramides sur le même site permet de maintenir finalement l'administration où elle se trouve au moment de la construction de la pyramide. Pourquoi partir ailleurs et recréer toute une infrastructure quand on peut réutiliser celle de la pyramide rhomboïdale? La ville des ouvriers, les canaux, les chaussées et un accès facile à de la roche de bonne qualité pour construire le noyau de la pyramide. Mais les Égyptiens ont appris de leurs erreurs commises avec la pyramide rhomboïdale. Pour commencer, le choix de l'emplacement est bien mieux réfléchi. Les Égyptiens ont posé la pyramide rouge sur un sol beaucoup plus stable, puisqu'en fait on a un sol rocheux, on n'a plus du tout de sable ou de gravier. Pour satisfaire leur roi, les architectes de Snefru ne vont prendre aucun risque. Leur premier objectif est d'assurer la stabilité de l'édifice. Pour cela, les bâtisseurs ont compris qu'il fallait rallonger la base de la pyramide pour diminuer l'angle d'inclinaison et éviter les risques d'effondrement. Pas loin de 40 mètres par côté sont rajoutés par rapport au précédent projet. L'angle de pente ainsi obtenu est exactement identique à celui adopté pour achever la pyramide rhomboïdale. De ce projet précédent, Snefru a donc gardé une certitude. Il pense avoir trouvé l'angle idéal pour édifier une pyramide en toute sécurité. Ils ont obtenu une pyramide parfaite, avec une pente plutôt faible, de 43 à 44 degrés, la même que pour le sommet de la rhomboïdale. Ce qui donne son aspect un petit peu tassé, un peu étonnant, mais qui était le plus stable des 3 pyramides. Avec cette pente beaucoup moins abrupte, la pyramide rouge paraît en effet plus trapue, moins élancée que toutes les autres, mais sa stabilité est ainsi garantie. Dernière amélioration technique, alors que les pyramides précédentes avaient été construites avec des pierres légèrement inclinées vers le cœur du bâtiment, cette fois, on fait un choix différent. Sur la pyramide rouge, pour la première fois, on utilise des assises horizontales, qui étaient certainement beaucoup plus stables. Tous les blocs sont disposés sur un même plan, au même niveau. Et on dresse chaque assise les unes sur les autres jusqu'à atteindre le sommet. Cette façon de construire deviendra désormais la norme en Égypte pour toutes les pyramides à venir. Quelque part dans leur processus d'apprentissage, ils sont arrivés à la conclusion que les assises horizontales fonctionnaient mieux. Après probablement plus de 15 années de travaux, la pyramide rouge est finalement achevée. Snefru vient enfin de réussir son pari. Il a obtenu sa pyramide parfaite. Quand cette pyramide est terminée, le pharaon se tient ici avec tous ses vizirs et son peuple. Et les ouvriers installent le pyramidion en or qui vient couronner l'édifice. Ensuite, tout le pays se met à chanter et à danser pour célébrer son roi qui va devenir un dieu. C'est l'achèvement du projet de toute une nation. L'immense monument blanc rayonne à la vue des Égyptiens sur des kilomètres alentours. Mais alors comment cette pyramide immaculée et si réussie a-t-elle gagné ce nom étrange de pyramide rouge? La pyramide n'affichait pas un aspect aussi brut qu'aujourd'hui. À l'origine, elle avait un aspect fini et parfait, c'est-à-dire qu'elle était éclatante. Elle aussi avait son parement en calcaire de Toura, mais il a été intégralement dérobé, laissant apparaître son noyau, fait d'un calcaire avec de légers reflets rougeâtres, d'où son surnom de pyramide rouge. Si l'enveloppe de l'édifice a aujourd'hui totalement disparu, l'intérieur par contre est resté quasiment dans son état d'origine.
la perfection extérieure de la pyramide se retrouve dans ses appartements intérieurs. Je pense que pour de nombreux égyptologues, les chambres à l'intérieur de la pyramide rouge sont les plus splendides de toutes. Zahi Hawass nous emmène au cœur du bâtiment. Pour y pénétrer, il faut emprunter ce qu'on appelle aujourd'hui une descendrie. Un couloir particulièrement raide, dont l'entrée a ici été placée plus haut que pour n'importe quelle autre pyramide. La raison pour laquelle l'entrée de la descendrie est située à une hauteur de 28 mètres, c'est pour la dissimuler aux voleurs. Voilà pourquoi l'entrée est si haute, plus que dans toutes les autres pyramides d'Égypte. Cette voie étroite n'était pas destinée à accueillir un jour des visiteurs. Le pharaon uniquement devait l'emprunter, et une seule fois, au moment de sa résurrection. Le trajet du pharaon, c'est de partir de son sarcophage et de rejoindre ensuite les étoiles. Donc en fait, il fait le chemin inverse de ce que font les visiteurs. Et il part justement en empruntant ce tunnel ascendant en direction du nord. Au bout du corridor, 3 magnifiques chambres s'enchaînent. Toutes sont couvertes de voûtes en encorbellement, destinées à consolider ces espaces vides placés sous le monument. Le spectacle est impressionnant. Une voûte en encorbellement, c'est comme pour tout type de voûte, ça permet en fait de dévier les charges qui viennent peser sur la chambre, sur les côtés, pour éviter justement que la chambre funéraire ne s'écroule. Vous avez un système de poutres de pierre qui sont posées dans le sens longitudinal de la salle et on rétrécit petit à petit l'espace entre chacune des poutres. Donc vous avez comme un escalier qui vous amène jusqu'au sommet. C'est une vraie nouveauté. C'est une innovation par l'architecte qui est absolument extraordinaire et qui permet d'obtenir des espaces vides plus grands. Les murs de calcaire des chambres sont construits avec une précision éblouissante. Les blocs sont parfaitement lissés avec des joints d'une extrême finesse. Regardez, on ne peut même pas passer une aiguille entre eux. Pourtant, ils n'ont utilisé aucun mortier. Ils ont mis ces blocs de manière à ce qu'ils soient scellés, comme ceci. Ici, le travail a été si merveilleusement effectué par les ouvriers du pharaon qu'on peine à croire, au vu de leur parfait état de conservation, que ces pièces approchent les 4600 ans d'âge. La pyramide n'était pas qu'un simple tombeau. Elle représentait le pouvoir et la dignité du pharaon. Voilà pourquoi elle devait être parfaite dans sa conception. Avec la pyramide rouge, Snéfrou vient donc d'achever la construction d'une 3e pyramide. La débauche de moyens mis en œuvre dépasse l'entendement. C'est le plus grand nombre de pyramides, la plus grande entreprise de construction monumentale dans l'Égypte pharaonique, et peut-être même l'un des projets de construction les plus importants de tout le monde antique. Si l'on fait le bilan de l'œuvre de Snéfrou et de la masse de matériel qui a été investi dans la construction de ces pyramides, alors son règne est beaucoup plus glorieux que celui de son fils et successeur Khéops. Au total, plus de 3 850 000 mètres cubes de pierre ont été nécessaires pour la construction de ces 3 pyramides. L'équivalent de 100 fois l'Arc de Triomphe, c'est presque 50% de plus que pour Khéops. Jamais plus dans l'histoire de l'Égypte, un tel volume de matériaux ne sera rassemblé. La pyramide rouge construite par Snéfrou à Dachour représente vraiment une sorte de perfection. Et c'est ce modèle que son fils, le roi Khéops, va suivre, et qui devient en fait la pyramide classique de l'Égypte antique. Avec la réussite de la pyramide rouge, Snéfrou vient d'ouvrir la voie qui mènera à la perfection absolue. Les pyramides de Gizeh allaient émerveiller le monde, notamment par les proportions extraordinaires de leur point culminant, la pyramide de Képhren. À la 3e place de notre classement, une pyramide trop souvent éclipsée par sa voisine. Elle est pourtant aujourd'hui la plus haute du monde, la seule à dépasser encore les 140 mètres. C'est la majestueuse pyramide de Képhren, un vrai chef-d'œuvre architectural. Au vu de l'état de la pyramide de Képhren, on observe une technique de construction parfaitement maîtrisée.
Pour donner à leur maître une demeure d'éternité plus impressionnante que toutes les autres, les architectes du pharaon vont choisir les meilleures techniques de l'époque et innover de façon étonnante. Nous sommes sur le plateau de Gizeh, le plus célèbre site d'Égypte, l'un des plus connus au monde. C'est aujourd'hui la limite ouest de l'immense mégalopole du Caire, dont le centre se trouve à moins de 10 km. Képhren est le premier pharaon de la 4e dynastie à se faire construire sa pyramide juste à côté de celle de son père, l'illustre Khéops. Mais alors, pourquoi fait-il un tel choix? Pour le comprendre, il faut se pencher sur l'histoire mystérieuse de ce roi. C'est aux alentours de 2560 avant notre ère que Képhren accède au trône, dans des conditions assez troubles. Képhren est un des fils du pharaon précédent, Khéops. Mais il n'est pas son successeur direct. Il y a eu un autre roi entre les deux, un certain Redjedef. Il y a peut-être ici l'histoire d'une lutte dynastique qu'on ignore. On ne sait pas très bien quelle était la légitimité royale que pouvait avoir le personnage au moment de son arrivée au pouvoir. Pour asseoir sa légitimité, Képhren va donc faire un choix particulièrement malin. Placer sa pyramide dans l'alignement direct de celle de son père, Khéops, pour s'affirmer comme son authentique successeur. Il suffit qu'on ne soit pas d'une lignée directe pour que tout de suite, il faille trouver une petite solution pour montrer que je suis sur le trône, je suis légitime. Mais Képhren ne compte pas s'arrêter là. Pour se présenter comme le plus grand des pharaons, il n'a désormais qu'une seule obsession: dépasser la pyramide de Khéops, la plus grande d'Égypte. À son achèvement, la pyramide de Képhren dépasse les 143 mètres de hauteur. C'est la deuxième plus haute pyramide jamais construite. Mais elle reste plus petite que celle de Khéops, dont le volume total est supérieur de 15%. Pourtant, c'est bien Képhren qui donne l'impression d'être légèrement plus grande que sa voisine. Quand les gens visitent le plateau de Gizeh, c'est par la taille de la pyramide de Képhren qu'ils sont immédiatement frappés. Pour le profane, c'est vraiment la plus impressionnante des deux. Comment est-ce possible? En fait, pour satisfaire les exigences de leur maître, les architectes de Képhren ont su se montrer spécialement habiles. En parvenant à lui donner un angle de pente de 53 degrés, plus abrupt que sur Khéops, ils ont utilisé une première astuce qui donne l'impression d'allonger l'édifice. C'est ça qui lui donne cette forme très élancée, beaucoup plus gracieuse, si on la compare aux autres pyramides. Ça démontre une bonne maîtrise de l'apparence des choses, avec l'impression d'une pyramide un peu plus imposante que sa voisine Khéops, qui en réalité est plus grande. Mais surtout, les bâtisseurs ont très bien réfléchi à l'emplacement sur lequel ils allaient bâtir le monument. Ils ont eu recours à une astuce aussi simple que géniale: installer la pyramide sur un promontoire rocheux. Ils ont utilisé un niveau du plateau 10 mètres plus élevé que celui où se trouve la pyramide de Khéops. Donc la pyramide de Képhren, finalement, a dépassé en hauteur, par cet artifice, la pyramide de Khéops. Képhren a bien compris qu'un sol plus élevé va signifier un sommet plus haut. Grâce à l'ingéniosité de ces hommes, Képhren a vu ses exigences satisfaites. C'est bien sa pyramide qui domine le plateau de Gizeh. Mais comment se procurer les millions de blocs de pierre nécessaires à la construction d'un ouvrage aussi gigantesque? On imagine souvent que toutes les pierres étaient transportées jusqu'au site de construction par bateau, débarquées puis hissées jusqu'au chantier. La réalité est beaucoup plus banale. La majorité des blocs pour le noyau venaient de carrières situées sur le site ou à proximité. Des carrières étaient ouvertes à quelques kilomètres de la pyramide, et c'est de là que la plupart des pierres provenaient. Comme pour les autres pyramides, le massif interne de celle de Képhren est donc édifié en utilisant une pierre calcaire d'extraction locale. Le calcaire est une roche sédimentaire qui s'est formée au fond des océans il y a 50 millions d'années. Les Égyptiens apprennent à être de bons géologues, à creuser le sol pour voir où se trouve le meilleur calcaire pour édifier la masse de la pyramide, son noyau. À Gizeh, le calcaire est de particulièrement bonne qualité.
Les bâtisseurs de Képhren vont en tirer profit et une nouvelle fois se montrer remarquablement ingénieux. Les travaux de préparation ont libéré d'énormes quantités de pierres juste au pied du chantier. Pour dégager une terrasse nivelée sur laquelle installer la pyramide, ils ont dû creuser une dizaine de mètres au nord-ouest. Ils ont ensuite pris les pierres de cette coupe pour construire l'angle opposé. La trace de ces carrières est encore parfaitement visible. Elles ont dégagé autour de l'édifice un grand espace vide qui met encore plus en valeur ses incroyables proportions. Aujourd'hui encore, les spécialistes demeurent bluffés par la perfection absolue qu'ils ont réussi à frôler ici. La précision des mesures de la pyramide de Képhren est tout simplement prodigieuse. On n'observe que quelques centimètres d'erreur d'un côté à l'autre. La base est un carré quasiment parfait de 215 mètres de côté, où la marge d'erreur moyenne d'une face à l'autre n'excède pas les 8 cm. Les angles droits à 90 degrés sont juste à 1 degré près. Mais comment les Égyptiens ont-ils pu atteindre une telle précision avec les moyens de l'époque? L'implantation des pyramides était extrêmement précise. Pourtant, les moyens étaient assez rudimentaires. Il faut imaginer qu'on utilisait des cordes, des bâtons. On pouvait également utiliser des visées, c'est-à-dire en visant des points à l'horizon. En y regardant de plus près, on observe encore aujourd'hui, tout autour de la pyramide, d'étranges trous dans le sol. Ils sont sûrement la réponse au mystère de cette extraordinaire régularité. On a creusé ces trous afin de pouvoir réaliser une base parfaitement carrée pour la pyramide. Tous ces trous étaient reliés les uns aux autres par des cordes. Les ouvriers ont dû planter des poteaux en bois dans ces trous, qu'ils ont reliés avec de la corde pour tracer une ligne droite. Ensuite, ils ont utilisé des outils simples pour obtenir un angle à 90 degrés et dessiner ainsi l'ébauche d'un carré. Une fois la base obtenue, les Égyptiens commencent à élever la structure du bâtiment. Grâce à l'excellent calcaire de Gizeh, ils peuvent utiliser des blocs mégalithiques d'une taille encore totalement inédite. Il n'est pas rare, si vous vous promenez autour de la pyramide, de voir des blocs de plus de 50 tonnes. L'emploi de blocs aux dimensions aussi exceptionnelles est sans équivalent dans l'architecture funéraire égyptienne. Tout a été pensé pour garantir une parfaite stabilité à la pyramide. La masse considérable de ces pierres gigantesques, qui peuvent dépasser les 5 mètres de long, permet d'assurer une assise solide des étages inférieurs sur les fondations. Ensuite, à mesure que l'on monte en hauteur, le volume des blocs diminue progressivement. Ils ont placé des blocs horizontaux et égaux de chaque côté pour élever la pyramide sans accroc. Mais quand on arrive vers le sommet, les blocs deviennent plus petits. Dans la partie supérieure de la construction, la plupart de ces blocs ne dépassent pas quelques mètres cubes. L'idée est donc d'alléger le haut du monument pour mieux répartir le poids sur les étages inférieurs. Mais par quels moyens les Égyptiens ont-ils pu élever des pierres de plusieurs tonnes à une telle hauteur? Pour les spécialistes, ils ont dû avoir recours à des rampes. Deux principales théories de rampes existent. La théorie de la rampe droite, qui se dirige donc tout droit vers la pyramide, et la rampe en spirale qui, elle, s'enroule autour de la pyramide. Les rampes frontales ont l'avantage justement d'être droites et donc de faciliter le transport des blocs. En revanche, elles ont l'inconvénient de se développer sur une très très grande distance. Alors qu'avec une rampe en spirale, on peut plus facilement construire depuis les différents côtés. La circulation est moins restreinte, donc on peut bâtir une pyramide bien plus vite et avec moins de main-d'œuvre. Si le débat n'est pas encore tranché sur la nature même de ces rampes de construction, il est évident qu'elles ont été l'un des éléments majeurs qui a permis le miracle de l'édification des pyramides. Celle de Képhren a la particularité d'avoir pu conserver au sommet une partie importante de son revêtement en calcaire de Toura. C'est ce qui la rend si facilement reconnaissable. En fait, c'est tout simplement que les carriers du Moyen-Âge qui exploitaient les blocs de parement pour construire les édifices de la ville du Caire se sont arrêtés à ce niveau
au XVIe siècle. Il se pourrait bien que ce soit son angle abrupt qui ait rendu plus dangereux le travail des carriers. Il faut dire qu'il faut aller les chercher, les pierres. On est à près de 140 mètres de hauteur. Ça commence à faire beaucoup. La pyramide de Képhren sera la dernière pyramide géante bâtie en Égypte. Jamais après elle, les pharaons ne parviendront à atteindre des dimensions aussi colossales. Plus aucune pyramide ne dépassera la moitié de sa taille au maximum. Képhren est la dernière grande pyramide de pierre dans l'Égypte antique. Il est possible que la monarchie égyptienne ait fait l'expérimentation de ses propres limites avec ces grands monuments qui engageaient une force considérable et pratiquement tous les moyens du pays pendant l'ensemble du règne. La pyramide de Képhren vient donc clore une course au gigantisme commencée un siècle et demi plus tôt, avec une véritable révolution architecturale. La construction d'une pyramide unique qui allait ouvrir la voie à toutes les autres, la pyramide de Djoser. Sur la seconde marche du podium, la pyramide de Djoser, la toute première pyramide de l'histoire de l'humanité. La pyramide de Djoser représente un véritable Big Bang dans l'architecture funéraire égyptienne. La forme inhabituelle de cet édifice, en escalier, déconcerte immédiatement tout observateur habitué à se représenter les pyramides comme des triangles. C'est ce qu'on appelle une pyramide à degrés. La pyramide de Djoser en est le tout premier exemplaire. Retour à Saqqara, la nécropole la plus vaste d'Égypte. C'est ce lieu tout proche de sa capitale, Memphis, que Djoser a choisi pour faire construire son tombeau. Le règne de ce pharaon débute vers 2700 avant Jésus-Christ. Il est le fondateur de la 3e dynastie. Comme personne avant lui, Djoser va réussir à unifier le pays et lui permettre d'entrer dans un âge de prospérité encore inédit, l'Ancien Empire. En fait, avec l'unité territoriale retrouvée et un État unifié, le roi Djoser a les moyens d'entreprendre une construction monumentale à une échelle qui n'était pas celle de ses prédécesseurs immédiats. Le fait d'avoir réunifié l'ensemble de l'Égypte a permis d'avoir énormément de main-d'œuvre pour pouvoir construire son complexe funéraire monumental. On estime que ce chantier colossal a duré 20 ans. Et c'est avant tout le génie d'un homme qui a rendu un tel exploit possible, Imhotep. Imhotep, le grand architecte royal, a été choisi par Djoser pour construire son complexe funéraire. Un personnage brillant, c'est un peu le Da Vinci de l'Égypte ancienne. La tradition égyptienne fait de lui un personnage extrêmement important, tellement important qu'à la fin de l'histoire égyptienne, il a même été divinisé par les Égyptiens. Mais alors, comment Imhotep s'y est-il pris pour construire un tel édifice? Comment même est née l'idée de créer une pyramide? Pour tenter d'éclaircir ce mystère, les archéologues se sont penchés sur la structure du monument. Et leur surprise a été immense. Cette pyramide, au départ, n'en était pas une. À l'origine, il s'agissait en fait d'un simple mastaba. Le mot mastaba est un mot arabe qui veut dire banc. Il s'agit donc de structures basses et assez plates. Les mastabas sont des constructions en briques d'argile qui sont rectangulaires et qui sont les premiers marqueurs des tombeaux funéraires royaux. Jusque-là, tous les bâtiments d'Égypte avaient été construits en briques crues, faciles à produire et à transporter. Mais inconvénient majeur, la brique se désagrège avec le temps. Alors, pour que ce tombeau traverse les siècles, Imhotep va avoir une idée fabuleuse. Remplacer, pour la première fois, les briques par des pierres. Le principe de construire en pierre, c'est de créer une pérennisation et donc accéder à l'éternité, ce qui est le propre même d'une tombe. Malgré cette innovation, Djoser ne semble pas satisfait. Le pharaon exige de son architecte un tombeau toujours plus spectaculaire. Imhotep commence par faire élargir le premier mastaba. Donc on a rajouté par-dessus une épaisseur, et puis on a rajouté encore une deuxième. Et quand on a vu que ça tenait la route, eh bien en fait, on a décidé de l'agrandir. Mais Djoser en demande toujours plus. Et c'est là qu'Imhotep va soudain avoir une illumination, une idée toute simple, mais brillante. Empiler les mastabas.
Si vous voulez vraiment impressionner quelqu'un, vous les empilez les uns sur les autres. Et c'est ça une pyramide à degrés en fait. Une série de mastabas empilés, un peu comme un gâteau de mariage. Les ingénieurs se sentaient pousser des ailes. Alors, ils ont entassé 3 autres rectangles sur ce mastaba pour en faire une pyramide à 4 étages. Il est probable qu'en constatant qu'elle ne s'était pas effondrée, ils l'ont agrandie pour en faire une pyramide à 6 étages. Voilà comment, par tâtonnement, les Égyptiens viennent d'inventer la pyramide. Une révolution architecturale qui allait rendre les pharaons célèbres pour l'éternité. Jamais les hommes n'avaient réussi à bâtir un édifice d'une telle dimension. Avec une base de 109 mètres sur 121 et une hauteur qui dépasse les 60 mètres, la pyramide de Djoser devient le plus haut bâtiment du monde. Cette superposition crée une sorte d'escalier, d'échelle si vous voulez, pour atteindre le ciel, pour que l'âme du défunt, du roi, puisse atteindre les dieux. Elle permet au pharaon de rejoindre l'au-delà, le firmament, et de régner aux côtés de Ré dans sa course perpétuelle et quotidienne. Mais le projet du pharaon ne s'arrête pas là. Pour préserver sa sépulture, Djoser fait construire sous la pyramide une structure spectaculaire, impossible à détecter depuis l'extérieur. Un immense réseau de galeries qui fait près de 6 km au total. Ces couloirs sont sûrement les plus sophistiqués de toutes les pyramides d'Égypte. Ils sont très vastes, très grands. On n'a pas ce genre de choses dans les autres complexes funéraires royaux. Mark Lehner nous fait pénétrer au cœur de cet incroyable palais souterrain. Au niveau du centre de la pyramide, à près de 25 mètres sous terre, la chambre funéraire du pharaon doit accueillir sa dépouille dans un énorme caveau de granit de 4 mètres de haut. Tout proche de sa tombe se trouvent les appartements somptuaires du roi pour sa vie après la mort, des chambres bleues. Nous avons des chambres dites bleues, c'est-à-dire en fait des couloirs qui ont été recouverts de multiples plaquettes en faïence bleue. Nous n'avons pas seulement une tombe, nous avons également la représentation d'un palais de l'au-delà, décoré avec des reliefs absolument magnifiques, qui sont d'ailleurs une première dans l'histoire de l'art égyptien. Mark Lehner veut absolument nous montrer ces salles qui sont les plus belles du monument. Mais dans un tel dédale, difficile de s'y retrouver. Ici, je m'oriente un peu à vue de nez, parce que je ne connais pas ces souterrains par cœur. Là, on essaie de retrouver notre chemin pour accéder aux appartements privés souterrains du roi. Une fois ressuscité, l'âme du pharaon devait sortir de sa tombe et pouvoir se promener dans ses appartements. Il arrive d'ici, où se trouve sa tombe, il ressuscite, puis prend ce virage pour arriver à ses appartements privés. Nous découvrons enfin cet espace privilégié. Tout ce travail si raffiné, à 25 mètres sous terre, n'était censé être vu par personne. Ces chambres tapissées de faïence bleue sont vraiment le cœur spirituel de la pyramide. C'est ici que le pharaon devait continuer à vivre. Son esprit devait quitter sa momie, dans son caveau de granit, pour venir vivre ici sa vie éternelle. Dans un sens, on est vraiment là dans l'épicentre spirituel du complexe de Djoser. À cause des pillages et des ravages du temps, beaucoup de ces superbes faïences ont aujourd'hui disparu. Mais près de 4700 ans après avoir été posées, la finesse et l'état de conservation de celles qui demeurent toujours en place laissent rêveur. Là, ça représente l'enrouleur d'un tapis de roseau qu'il pourrait abaisser ou relever pour ouvrir et fermer la fenêtre. Et ici, vous voyez des inscriptions donnant les titres du pharaon, roi de Haute et de Basse-Égypte. Tout cela n'est pas réel, ce n'est qu'un simulacre. Mais en créant tout ce simulacre, ils croyaient vraiment être plus efficaces sur le plan magique pour offrir au pharaon une belle demeure dans l'au-delà, pour qu'il puisse continuer à régner. Étrangement, après Djoser, plus aucune pyramide ne présentera un intérieur aussi élaboré avant plusieurs siècles, avec l'apparition des pyramides à texte. En bâtissant cette sépulture immense, Djoser vient de déclencher une nouvelle ère, celle de la course à la pyramide la plus monumentale. Une compétition dont le vainqueur allait graver son nom dans la mémoire de toute l'humanité. Khéops, le bâtisseur de la Grande Pyramide.
c'est la pyramide de tous les superlatifs. C'est forcément par elle que ce classement doit s'achever. Khéops dit aussi la Grande Pyramide. Elle représente l'apogée de la construction des pyramides et se trouve être la seule des 7 merveilles du monde à avoir perduré jusqu'à nos jours. La pyramide de Khéops est la plus célèbre du monde. C'est la plus grande, la plus volumineuse, la plus haute et la plus large de toutes les pyramides connues. La pyramide de Khéops, c'est avant tout l'aventure d'un chantier parfaitement maîtrisé où les architectes du pharaon démontrent l'étendue de leur talent. Une construction qui, à travers les âges, a aussi suscité les fantasmes et les théories les plus folles. Alors, comment tirer le vrai du faux? Par quels moyens les Égyptiens ont-ils pu bâtir une telle merveille? Comment comprendre ce monument extraordinaire? Khéops est le 2e roi de la 4e dynastie. Il arrive sur le trône vers 2590 avant Jésus-Christ. Paradoxalement, on ne sait que très peu de choses sur ce pharaon, dont la seule image connue est cette minuscule statuette en ivoire. Khéops était le fils du pharaon Snéfrou. Ce roi, on sait par les sources qui nous sont disponibles qu'il a probablement régné à peu près 25 ans. Et l'essentiel de son règne est consacré à la construction de cette pyramide géante. Khéops est le tout premier pharaon à avoir installé son tombeau sur le plateau de Gizeh, un site encore vierge, qui deviendra, grâce à lui, le plus célèbre d'Égypte. Khéops choisit le site de Gizeh pour construire sa pyramide parce que c'est une carrière de pierre, de calcaire, directement utilisable pour la construction de la Grande Pyramide. La religion occupait dans l'Égypte antique une place absolument centrale. Le choix de ce lieu s'explique donc aussi par des considérations beaucoup plus spirituelles. Il est probable que l'on a recherché à faire une visée sur le site d'Héliopolis, qui est à cette période le principal centre du culte solaire, un culte dont se réclament en quelque sorte ces rois. Le temple du dieu soleil Ré, à Héliopolis, tout proche, est alors le plus important du pays. Malheureusement, il n'en reste aujourd'hui plus rien. Si vous prolongez les diagonales, donc les angles des pyramides de Khéops et de Képhren, vous aboutissez au centre de la ville d'Héliopolis, qui était considérée un peu comme le centre du monde. Les architectes de Khéops savent que le bâtiment exigé par leur pharaon devra être le plus grand encore jamais construit. Pour assurer sa stabilité, ils ont donc l'idée de poser la pyramide sur une gigantesque dalle de pierre parfaitement nivelée. C'est une grande première. Ils voulaient que les fondations soient tout à fait solides, pour éviter les problèmes structurels qu'avaient eus les précédents constructeurs de pyramides géantes. Ils ont dégagé une surface totalement aplanie pour que la base de la pyramide et son parement restent parfaitement stables. Mais pour gagner en efficacité, une partie du massif rocheux naturel sur lequel est construite la pyramide est laissée au cœur des fondations. Il constitue les premiers mètres du noyau de l'édifice. Au milieu, ils ont laissé la roche en place, comme une colline artificielle. Vous pouvez donc voir ici, dans le coin nord-est, ça, c'est de la roche naturelle, là aussi, et ça, c'est encore la roche naturelle. Je veux dire la roche d'origine du plateau. Ici, cette roche naturelle fait presque 4 mètres de haut. La base de la pyramide est donc un gigantesque carré de 230 mètres de côté, où la précision des mesures est absolument extraordinaire. Elle occupe un espace total de près de 53 000 mètres carrés, l'équivalent de 7 terrains de football. Le socle de la pyramide de Khéops est vraiment le plus grand de toutes les pyramides d'Égypte. Grâce à cette immense assise et à son angle encore inédit de 51 degrés, la pyramide atteint des hauteurs jusque-là impensables. C'est tout simplement la plus grande qui a jamais été édifiée. Elle atteint 146 mètres de haut et elle est restée jusqu'à l'époque médiévale la plus haute construction jamais construite par l'homme. Il faudra attendre près de 4000 ans avec la construction des cathédrales en Europe au XIVe siècle pour qu'un bâtiment vienne dépasser la hauteur de la pyramide de Khéops. Aujourd'hui, cependant, l'édifice a perdu une dizaine de mètres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a été exploitée par les carriers de toutes les époques. Ils ont exploité tout le calcaire fin de son revêtement
mais aussi tous les blocs qui se situaient à son sommet. On croit souvent que la Grande Pyramide est tellement parfaite que les blocs de calcaire qui composent son massif sont symétriquement taillés et alignés. La réalité est bien différente. Le noyau de la pyramide est plus négligé. Ce ne sont pas des blocs parfaitement carrés, alignés comme pour un mur de briques. Ce sont des pierres de format varié, empilées pour remplir le noyau. Les blocs internes sont à peine équarris et les joints qui les séparent sont très larges. Ils ont d'ailleurs tous été quasiment comblés au mortier. Les Égyptiens ont su se montrer réalistes. Il aurait été bien trop laborieux de découper et d'assembler des blocs réguliers pour constituer le cœur de la pyramide qui, de toute façon, n'était plus visible une fois recouvert par son parement. Au final, plus de 2 millions de blocs de pierre constituent la pyramide. L'ouvrage pèse 5 millions de tonnes, soit près de 500 fois la tour Eiffel. Des chiffres qui donnent le tournis. Et pour que le chef-d'œuvre soit complet, il fallait à la Grande Pyramide une distribution interne aussi impressionnante que l'extérieur. Celle de Khéops est tout simplement prodigieuse. L'intérieur de la pyramide de Khéops est magique. C'est une merveille d'architecture et d'ingénierie. C'est vraiment une incroyable série d'espaces qui ont dû être conçus par un maître architecte. Dans toutes les autres pyramides, les chambres funéraires ont été placées sous terre ou au niveau du sol. Ici, la principale, la chambre du roi, est installée en plein cœur du monument, à près de 40 mètres de haut. Pour y accéder, les architectes de Khéops ont bâti le seul couloir ascendant connu d'une pyramide égyptienne, la Grande Galerie. La Grande Galerie est l'un des espaces les plus impressionnants jamais créés par l'homme. Elle donne vraiment cette impression de s'élever vers le ciel pour s'unir avec les étoiles. Cette structure parle d'elle-même. Vous touchez les parois, vous regardez les joints qui sont d'une finesse absolument extraordinaire. C'est un genre de perfection. Sur presque 50 mètres, les lourdes poutres de pierre de l'encorbellement ont été cette fois disposées en position latérale, suivant la pente du corridor. Un énorme défi technique. On retrouve cet encorbellement développé par le père de Khéops, Snéfrou, dans ses pyramides à Dachour. Mais ici, ils ont pris cet encorbellement et ils l'ont incliné à 26 degrés, ce qui le rend encore plus formidable. Le but premier de cette grande galerie n'était pourtant pas esthétique, mais bien pratique. Il s'agissait de stocker les blocs bouchons qui devaient venir condamner l'accès vers la chambre du roi. Il y avait des poutres de bois placées en travers pour maintenir les blocs bouchons. Quand ils ont voulu refermer la pyramide, ils ont enlevé les poutres et boum, boum. Les blocs ont été relâchés pour venir boucher le passage. Au bout de ce majestueux corridor, on arrive à la chambre du roi. Un incroyable cube intégralement fait de granit rose, l'une des pierres les plus lourdes d'Égypte. L'ensemble pèse plus de 3000 tonnes. Ce plafond est remarquable car il est constitué de dalles en granit qui pèsent chacune entre 40 et 60 tonnes. Et c'est la première fois qu'on a couvert un espace aussi large, qui fait plus de 5 mètres. C'est le seul exemple de plafond plat à l'intérieur d'une pyramide. Pour protéger cette charpente très fragile, les architectes l'ont couverte d'une structure étonnante, 5 chambres dites de décharge. Ils n'étaient pas certains que ces dalles seraient suffisantes pour protéger la sépulture du roi du poids de la pyramide. Ils ont donc rajouté une série de 5 chambres, empilées les unes sur les autres. Car le pire des paradoxes aurait été que cette pyramide, construite pour protéger la précieuse momie du pharaon, soit en fait ce qui la détruise en s'effondrant sur elle-même. Au-dessus de la chambre funéraire, ces chambres dites de décharge étaient conçues pour réduire le poids de la maçonnerie. Les études modernes ont prouvé qu'elles n'avaient aucune utilité, mais les ingénieurs de l'époque ont probablement cru le contraire. Plus jamais dans aucune autre pyramide, une telle structure ne sera observée. Elle est totalement unique. Unique comme l'est la pyramide de Khéops, le chef-d'œuvre inégalé des pharaons.
Des études récentes ont montré qu'une autre cavité inconnue pourrait se trouver encore cachée à l'intérieur de la pyramide, ouvrant la possibilité vers de nouvelles découvertes spectaculaires sur ce bâtiment exceptionnel. Il restera aux générations futures beaucoup de choses à découvrir sur la façon dont ils l'ont construite. La pyramide de Khéops n'a pas encore livré tous ses secrets. Après des siècles d'études, nous connaissons maintenant beaucoup de choses sur ces incroyables pyramides. Mais une grosse partie de leur mystère demeure entier. Sera-t-il un jour possible de tout savoir sur ces monuments qui fascinent l'humanité depuis plus de 4 millénaires? Les pharaons et leurs architectes ont emporté dans leurs tombeaux la réponse à cette énigme.